Un plateau, deux invités, seuls devant les caméras, pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. Mais pour commencer, petite présentation des protagonistes par eux-mêmes. Je m'appelle Jean-Pierre Luminet, je suis astrophysicien, je travaille à l'Observatoire de Paris-Meudon et également directeur de recherche au CNRS. Et mes sujets d'étude sont les applications de la relativité générale pour comprendre l'univers, trou noir, Big Bang, forme de l'espace. Même question, pouvez-vous vous présenter? Je suis Carlo Rovelli, je suis moitié italien, moitié français et moitié américain. Je m'occupe de physique théorique. Je travaille à l'Université de la Méditerranée à Marseille, au Centre de physique théorique. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour converser. Je pense que c'est une très belle question parce que c'est la question sur laquelle la science est née. Au lieu de regarder le monde tout simplement, est-ce qu'on peut le comprendre et est-ce qu'il est accessible et est-ce qu'à partir de nos sens, on peut arriver à voir comment il est fait, même au-delà évidemment de ce qu'on voit directement. Oui. Moi, je pense que la question est essentiellement d'ordre philosophique, mais c'est justement le pari de la science que de dire oui, l'univers est accessible à nos sens, ou du moins partiellement accessible à nos sens, sinon effectivement il n'y aurait aucune recherche possible. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à la célèbre remarque d'Einstein. La chose la plus incompréhensible de l'univers, c'est qu'il soit compréhensible, ce qui semble effectivement aller dans le sens d'une intelligibilité de l'univers. L'univers a un côté de mystère et de non-compréhensibilité qui est là aujourd'hui, très fort. Il y a des mystères, des choses qu'on ne comprend pas, comme il était incompréhensible dans le passé. Et probablement il le sera aussi dans le futur. Et en même temps, il y a une compréhension qui se développe. Nous avons des instruments pour comprendre le monde très avancés. Donc l'univers est compréhensible jusque-là. Et en même temps, nous voyons au-delà clairement qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas encore. Oui. Moi, j'aime bien aussi faire la distinction entre la compréhensibilité de l'univers à travers soit l'essence de l'intellect, à travers l'intellect, et puis à travers nos sens, le prolongement de notre intellect, ce sont des instruments de mesure. Et ce sont deux problématiques qui sont différentes et que l'on retrouve tout au long de l'histoire des sciences. Et effectivement, quand on remonte dans le passé, est-ce qu'on peut dire par exemple qu'à l'époque d'un Kepler, d'un Galilée, d'un Copernic, qui ont marqué une grande révolution scientifique dans notre vision de l'univers au XVIe, XVIIe siècle, une partie de l'expérimentation sur les nouvelles hypothèses qui étaient faites sur les c'est-à-dire le fait que la Terre n'était pas au centre de l'univers, sur le fait que les orbites des planètes étaient des ellipses, et tout un ensemble d'autres choses qui contredissaient l'ancienne physique d'Aristote. Ces choses-là étaient inaccessibles à l'expérience. Il ne faut pas oublier que du temps de Galilée et du temps de Kepler, les preuves expérimentales du mouvement de la Terre, à la fois le mouvement de rotation sur elle-même et le mouvement de révolution autour du Soleil, étaient encore inaccessibles aux instruments, tandis que c'était intellectuellement accessible. Donc j'aime bien également cette distinction. Je pense que c'est la science qui a cette démarche. La vérité, la réalité est accessible, mais elle est voilée. Et pour la comprendre, il nous faut des sauts conceptuels qui nous permettent de voir le monde avec des yeux nouveaux. Donc quand Galilée suit Copernic et dit que la Terre bouge, il est en train de nous donner des yeux nouveaux pour regarder l'univers, comme Maxwell et Faraday introduit le champ, et donc introduit quelque chose qui n'est pas le champ électrique, le champ magnétique, qui n'est pas dans l'immédiat de nos sens, mais que devienne un des objets conceptuels grâce auxquels on comprend le monde. Et ça, c'est la science, ça, c'est la beauté de la science. Absolument. Je crois que cette problématique est encore plus prégnante dans la physique la plus contemporaine, avec ces recherches et ces propositions conceptuelles qui sont faites actuellement pour tenter de trouver des théories d'unification. Alors je pense par exemple aux questions sur la
possible quantification de l'espace et du temps? Existe-t-il des atomes d'espace ou des atomes de temps? Ou au contraire, y a-t-il une structure vibratoire? Je fais évidemment allusion à la théorie des cordes. Donc ça, ce sont des propositions conceptuelles qui, en l'état de l'art, ne peuvent absolument pas, ou en tout cas difficilement, on peut peut-être en discuter, être mise à l'épreuve de l'expérience. On sait que par exemple, ces domaines de compréhension font appel à une physique des très très hautes énergies. Et l'on sait que actuellement, nos moyens expérimentaux, par exemple, pour tester la physique des hautes énergies, sont limités, par exemple, par la taille des accélérateurs de particules. L'accélérateur du CERN permet d'atteindre certaines énergies, mais ne permet pas de tester directement les énergies qui seraient impliquées. La difficulté à conceptualiser ces notions, comme les vibrations de la théorie des cordes, soit plus difficile aujourd'hui de ce qu'il était au temps de Galilée de conceptualiser la Terre qui bouge. Vous ne pensez pas que... Du tout, je pense que ce ne serait pas plus difficile, donc effectivement. C'est le même processus qui... Toujours le même processus, oui. Continue. Oui. Un Kepler qui, après des années de calcul acharné, arrive à accoucher de l'ellipse pour expliquer la trajectoire des planètes, alors que depuis 2000 ans régnait l'idée du cercle comme figure parfaite et devant nécessairement être impliquée dans les mouvements célestes, c'est effectivement un exploit intellectuel énorme, une proposition conceptuelle énorme. Et c'est analogue à ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est analogue à ce qu'on fait aujourd'hui. L'espace n'est pas en continu, c'est fait des atomes d'espace, etc. Moi, je trouve qu'on est très loin de la théorie des tout. On a plein de choses qu'on ne comprend pas encore. On a des théories hypothétiques que pourraient être vraies, mais pourraient être complètement faux. Newton a écrit à la fin de sa vie une phrase très belle. Il dit après avoir fait tout ça, je me sens comme un petit enfant sur la plage qui regarde dans l'océan et se rend compte de combien il ne connaît pas. Oui, et surtout, et il dit dans cette phrase-là qu'il ne joue qu'avec les galets les plus polis. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est vrai que nous essayons de trouver finalement, à travers ce que nous croyons être les lois de la nature, des formes d'organisation, des formes d'ordre, des lois qui ne sont peut-être finalement des galets polis, les seuls qui sont intelligibles à nos sens, alors que peut-être le véritable univers, c'est cet océan qui restera peut-être à jamais inconnu. Et aujourd'hui, on ne comprend pas les propriétés quantiques de l'espace-temps, on est en train de les étudier, on ne comprend pas la matière noire, on est en train de l'étudier, il y a d'autres choses qui nous échappent, et en même temps, on comprend si beaucoup, si je peux, si énormément. Oui. On se pose des problèmes, des questions, à partir des siècles et des siècles, et des choses qui étaient complètement incompréhensibles deviennent compréhensibles. Il y a un cas exemplaire avec ma discipline préférée, c'est-à-dire la cosmologie. La cosmologie dite relativiste, ce que l'on appelle très généralement les modèles de Big Bang, restait sur le plan expérimentale, une cosmologie de très faible précision où ce qu'on appelle les paramètres cosmologiques, les facteurs qui gouvernent finalement l'histoire de l'univers, restaient extraordinairement imprécis à cause de l'imprécision de nos mesures. Et puis la situation a quand même énormément changé en une dizaine d'années. On a ouvert justement des portes nouvelles en affinant ces paramètres. On s'aperçoit que dans ces paramètres nouveaux, ils impliquent des notions auxquelles on n'avait pas nécessairement, que l'on n'avait pas exploré jusqu'au bout, comme la fameuse, par exemple, énergie sombre. Quelle est la nature de cette énergie noire? Donc toujours cette articulation entre des données expérimentales qui font rebondir le débat et qui ressuscitent des interrogations conceptuelles. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans la science fondamentale, il y a aussi une dérive de développer des théories pour le goût des théories, oui, sans l'attention toujours de dire « je ne crois pas à cette théorie comme une description possible du monde », comme une forme possible de regarder du monde, jusqu'au moment où je trouve un peu de support expérimental pour ça. Et ça, je le vois comme un danger dans la physique moderne. Oui, c'est parce que là, effectivement, on s'attache aux fameux critères de réfutabilité établis par Popper. Une théorie se doit d'être scientifique si elle est réfutable, falsifiable. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, prenons l'exemple de la théorie des cordes, qui, comme on le sait, n'est pas une théorie, mais produit un nombre absolument phénoménalement grand de théories, et qui semble finalement ne pouvoir jamais être réfutée ou falsifiée. Certains font un véritable retournement épistémologique en disant, par exemple, si il y a 10 puissance 500 variantes de la théorie des cordes, chaque variante produisant un univers avec ses caractéristiques, ses familles de particules, eh bien peut-être que la vérité c'est la théorie des cordes et que donc en conséquence il y a 10 puissance 500 univers. Au lieu de dire il y a un seul univers, il faut ajuster nos théories. Voilà. Et quand ça se passe, moi je trouve que on est en train de perdre
un des instruments meilleurs que nous avons pour arriver à la connaissance. Popper, ce qu'il a fait, c'est de reconnaître un des instruments clés de la force de la pensée scientifique. Donc, si on abandonne ça, il faut le remplacer avec quelque chose d'autre. Sinon, si on a une théorie trop large, où tout est possible, tout le contraire de tout est possible, on n'a pas les théories. Oui. On a un jeu de pensée, on a une façon jolie pour parler des mondes possibles, on n'est pas en train de comprendre le monde. Donc, Maxwell a inventé cette chose merveilleuse qu'est le champ électromagnétique, qui remplissent tout, c'est une espèce de lignes qui sont partout, avec Faraday, a écrit ses équations, et après a dit, mais regardez, il y a des ondes là-dedans, ça veut dire que si vous faites comme ça avec une électromagnétique, quelque chose d'électrique, de l'autre côté, on peut écouter la radio. Donc, c'est une théorie qui a une force propositive énorme qui a été vérifiée. Donc, on croit à sa vision du monde, qui est meilleure des autres, parce que ça marche, parce qu'on l'utilise. Donc, c'est ça qui nous intéresse dans la science. Mais je reviens à l'époque de Galilée, qui est embarqué donc dans un procès avec l'Église. Galilée prétend que c'est la vérité, le double mouvement de la Terre, et ses adversaires lui font remarquer, à juste titre, ce qui ne justifie pas du tout évidemment la condamnation de Galilée, mais sur le plan épistémologique, lui font remarquer qu'il n'y a aucune preuve expérimentale et que ce n'est pas évident qu'un jour on puisse l'avoir, parce qu'à cette époque on n'imaginait peut-être pas justement l'expérience du pendule de Foucault qui n'aura lieu qu'en 1850, mettant enfin en évidence la rotation de la Terre. Donc il y a tout de même ce questionnement d'idées que l'on propose et dont il n'est pas évident au moment où l'on propose qu'il puisse y avoir un jour des vérifications expérimentales. Moi, je vois l'univers comme ça. Newton nous a donné une image du monde. Claire, belle, très simple, qui est celle de l'espace, une espèce de table sur laquelle bougent les choses, avec des particules. Et ces particules sont sujets des forces. Et il a suggéré qu'avec ça, si on arrive à écrire les équations des forces, on arrive à comprendre tout. C'est une énorme simplification du monde, c'était merveilleuse, et ça marche jusque très loin. Jusque très loin, ça veut pas dire partout. Après, avec l'électromagnétisme, Maxwell et Faraday, on repris cette image et on a ajouté un personnage nouveau qui est le champ, qui est le champ partout. Et donc ça a changé un peu. Après, Einstein, avec la relativité générale, a eu une intuition géniale et merveilleuse qui s'est révélée énormément efficace, en se rendant compte qu'il y a un champ gravitationnel, comme un champ électrique, et que le champ gravitationnel et l'espace sont la même chose. Donc d'un coup, on n'a plus un espace avec des champs et des particules, mais on a seulement des champs. Quelques années plus tard, la mécanique newtonienne elle-même a évolué avec la mécanique quantique, et on s'est rendu compte que les champs eux-mêmes ont des structures granulaires sauf les particules, et que les particules ont des propriétés de évolution probabiliste qui les rendent un peu floues, comme un peu un champ. Donc le champ et les particules maintenant sont la même chose. Donc on a un monde où il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps non plus, parce que l'autre découverte d'Einstein, c'est que l'espace et le temps se portent ensemble. Il n'y a qu'un champ gravitationnel, des champs électromagnétiques et des champs de matière qui se portent tous, qui ont tous des propriétés granulaires, donc les électrons, le champ d'électrons a les électrons, le champ électromagnétique a des photons. Moi je l'imagine comme une espèce de danse floue de particules qui dansent non pas dans l'espace, mais dansent les unes sur les autres. Donc nous avons une description de ce monde sans espace, sans temps, granulaire et probabiliste, à morceaux. Et aujourd'hui, ce que je vois comme le grand défi de la science, c'est de décrire cet objet monde avec une théorie mathématique cohérente qui nous permet de faire des prévisions. Oui, je crois que c'est vraiment ça la problématique de la physique actuelle par rapport à la conception newtonienne, où on a plus cette table rigide qui forme le substrat absolu et universel d'espace et de temps, mais on aurait plutôt un trampoline, un tissu élastique, où dès que l'on pose un corps, ça se déforme, et les corps qui bougent produisent des ondes de courbure, des ondes gravitationnelles, tout ça. C'est une théorie extraordinairement fructueuse. Et puis d'un autre côté, donc le très petit, c'est-à-dire au niveau
de l'atome, et même en dessous de l'atome, les particules plus élémentaires. Donc on le sait, c'est la physique quantique. Et très tôt, effectivement, ces deux différences d'approche, qui chacune dans leur domaine sont formidablement efficaces, puisque chacune de ces théories, dans leur domaine respectif, sont testées avec des précisions extraordinaires, de l'ordre de 10 puissance moins 15, le millionième de milliardième, en précision. Donc ça marche très bien dans leur domaine respectif. C'est quand on essaie de les mettre ensemble qu'effectivement cela pose problème, parce que ce sont finalement des cadres conceptuels très différents. Donc essayer de les marier, c'est le grand défi de la physique d'aujourd'hui. Alors on peut s'interroger d'ailleurs sur ce vieux désir d'unification, parce que ce désir unitaire d'embrasser l'ensemble de la compréhension du monde en une sorte d'unique équation sublime, il est un petit peu vieux comme le monde. C'est-à-dire que l'une des définitions que j'aime de la science, elle est due à un mathématicien qui s'appelait René Thom. Il disait que la science, c'est la réduction de l'arbitraire. C'est-à-dire finalement, quelque part, essayer de réduire au minimum le nombre d'hypothèses dont on a besoin pour expliquer le monde. Au cours de l'histoire, ce pari a été partiellement réussi. L'unification de la physique terrestre, de la physique céleste par Galilée, l'unification de l'électricité et de l'électromagnétisme par Faraday et Maxwell, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il y a effectivement ce pari d'une unification possible. Il n'est pas certain que ce pari soit possible, ça reste un défi intellectuel. Et oui, je suis d'accord, c'est pas certain. Jusque-là, ça a toujours marché. Donc je pense que ça vaut la peine de continuer, non pas parce qu'on est certain que ça existe, un cadre conceptuel assez fort, des équations assez complètes pour décrire tout. Donc peut-être on est tout simplement en train de faire ce que chacun de nous fait quand il va dans une ville nouvelle, comprend rien, et après il commence à se retrouver. Évidemment, il trouve une cohérence. Là, c'est le quartier latin, là, c'est les Invalides, là, c'est le quartier blabla. Je comprends comment ça marche. Là, il y a une colline. Nous sommes en train de nous repérer, je pense, dans le monde. Peut-être cette cohérence est dans le monde, mais nous ne le savons pas. Oui, je suis d'accord. J'accorde une grande importance au fait que la créativité scientifique, à l'instar de la créativité peut-être philosophique, artistique, est issue de représentations internes du monde. Nous avons tous des représentations internes du monde qui sont forgées à la fois de par notre éducation. On peut aussi avoir des idées personnelles suite à des expériences que nous avons eues dans le passé, et avec les interprétations que nous en faisons. Il y a aussi des archétypes courants qui courent en tout individu sur l'image de l'origine, l'image de la fin, l'image de l'évolution, ce genre de choses. Et on essaie, tout créatif essaie d'organiser ces images intérieures du monde en systèmes qui se veulent cohérents. Et je crois que le physicien n'échappe pas à cela. Alors moi, une question que je me pose, c'est que est-ce que les grands noms qui restent, un Einstein, un Galilée, un Kepler, un Copernic, un Newton, ont-ils eu de la chance d'avoir une sorte d'adéquation dans leur image interne du monde par rapport à d'autres qui auraient eu moins de chance? Moi, je trouve qu'il y a une direction qui unifie là où peut-être l'univers peut encore nous dire des choses nouvelles, et c'est justement la cosmologie, la très grande échelle. Si on étudie le très petit, on n'arrive pas à tester directement au CERN, dans les grands laboratoires des particules, mais on a quand même un espoir de voir des choses, d'apprendre des choses, de tester des théories en regardant le cosmos. Et enfin, il y a deux directions dans lesquelles on regarde. Une, c'est le vrai début de l'univers. On sait très bien, parce que la théorie marche très très bien, que l'univers était plus petit dans le passé, plus petit, plus chaud, plus petit. Donc on arrive à reconstruire très bien l'histoire de l'univers, jusqu'au moment où tous nos équations ne marchent plus, qu'on appelle le Big Bang. Mais le Big Bang, c'est là où on ne comprend plus rien de ce qui se passe. C'est là où il y a le mystère des limites de nos théories. Donc si on arrive à développer cette théorie qui met ensemble la théorie d'Einstein et la réalité générale en mécanique quantique, elle nous devrait permettre de décrire le Big Bang. Ouais. Bon, très bien. On fait des belles équations, on publie de beaux articles. Mais après, comment tester? Alors,
en regardant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que s'est passé à l'univers. Donc peut-être la physique du Big Bang, qu'on arrive de façon tentative, hypothétique, à décrire aujourd'hui avec des équations possibles, peut-être cette physique a laissé des traces dans l'univers, dans le fond des radiations cosmiques, dans la cosmologie. Oui. Alors c'est sûr que, pour moi, évidemment, la cosmologie est un des exemples les plus intéressants, puisque ça a été l'un de mes deux domaines de prédilection, l'autre étant le problème des trous noirs. Qui lui aussi justement pose des problèmes extraordinairement intéressants sur les possibilités d'expérimentation sur les trous noirs, et il faut effectivement avoir de l'imagination. Le trou noir, c'est l'astre invisible par excellence qui normalement ne va pas laisser échapper ni lumière ni information. Donc problème majeur pour l'astronome ou pour le physicien expérimental, c'est comment mettre en évidence l'existence réelle de ces objets dans l'univers qui par ailleurs sont prédits à la fois par la relativité générale. Quand on met beaucoup de matière condensée dans un petit volume, les équations de la relativité nous disent qu'il doit y avoir un effondrement gravitationnel et une distorsion de l'espace-temps telle qu'il doit y avoir un bout de l'espace-temps qui se déconnecte du reste. Et puis les théories de l'évolution stellaire nous disent également qu'au-dessus d'une certaine masse critique, les astres doivent s'effondrer et former précisément ces astres invisibles. Donc le grand défi, c'est il faut imaginer des expériences possibles pour mettre en évidence ces objets-là. Quand j'ai commencé à faire de la recherche à la fin des années 70, moi, issu plutôt de recherches en mathématiques, je me suis tout de suite intéressé à ces objets par définition invisibles, à essayer de voir comment on pourrait les mettre en évidence. Par chance, donc j'arrive à l'observatoire de Meudon plutôt entouré d'astronomes qui continuent à considérer cette idée comme une jolie fantaisie mathématique. Mais c'est le moment où on a commencé à embarquer dans l'espace des télescopes à rayons X qui mesuraient des processus de physique des énergies, et on a commencé à découvrir des phénomènes où effectivement il y avait de telles libérations d'énergie que les modes conventionnels, l'énergie nucléaire, etc., ne suffisaient pas et qu'il fallait une forte libération d'énergie gravitationnelle, donc impliquant sans doute des objets extraordinairement condensés. Et aujourd'hui, donc sur les trous noirs, une quantité d'expériences toujours indirectes, mais qui cernent réellement au plus près la réalité des trous noirs, sont mises en œuvre. Par exemple, le trou noir qui est censé se trouver au centre de notre galaxie, on le met aujourd'hui en évidence par des mesures accumulées depuis plus de 20 ans. On observe le visible pour décoder l'invisible. Le visible, ce sont des étoiles que l'on voit tourner autour du centre de gravité de la galaxie, mais elles tournent à des vitesses anormalement vite. Je dis anormalement, c'est-à-dire qu'elles tournent beaucoup plus vite que s'il n'y avait pas de masse obscure au centre de la galaxie. Et des mesures extraordinairement précises, suivies, confrontées à tout un ensemble d'autres mesures rendent tout cela cohérent. En fait, il y a une masse invisible au centre de notre galaxie, qu'on appelle le trou noir galactique, Sagittarius A, qui semble faire 4 millions de masses solaires et qui est responsable finalement de ces mouvements visibles. Et on peut trouver comme ça plein évidemment d'exemples dans à la fois l'astrophysique relativiste d'aujourd'hui et dans la cosmologie. Lorsque les modèles de Big Bang ont été d'abord proposés sur le plan conceptuel par Friedman, Lemaître, qui ont déjà posé dès les années 30 absolument des équations qui sont à peu de choses près encore utilisées aujourd'hui, moyennant évidemment quelques petites corrections quantiques pour décrire les tout débuts de l'univers primordial, les gens de l'époque, les savants de l'époque, Einstein au premier rang de ces savants, était extrêmement dubitatif en disant mais quel type d'expérience va pouvoir être mise en œuvre pour vérifier, par exemple, que l'univers n'est pas statique, figé, éternel, mais qu'il est dynamique. Alors bon, il y a effectivement les expériences de la mesure de décalage spectral des galaxies. Donc il semble qu'effectivement les galaxies partent dans tous les sens. Et comment comprendre cela? C'est pas Hubble, l'observateur, qui comprend cela. C'est le théoricien, c'est le maître qui dit ce ne sont pas les galaxies qui s'enfuient à des vitesses propres, c'est l'espace qui se dilate. Après, on se pose la question, c'est pas suffisant pour convaincre la communauté, donc de nouvelles expériences. Le couronnement de cette partie de support expérimental des modèles de Big Bang, c'est évidemment la découverte du rayonnement fossile, faite par hasard, alors que c'était prédit depuis une bonne quinzaine d'années par les modèles.
quand j'ai commencé à travailler en gravité quantique, la chose que tout le monde répétait, c'est savoir avec la structure trop petite de l'espace, on ne serait jamais capable de faire des mesures. Aujourd'hui, il y a des mesures qu'on peut faire, que pour le moment n'ont pas donné des résultats surprenants ou intéressants, mais qui sont capables de tester cette échelle. Et sont par exemple des impulsions d'énergie, des flashs de lumière très puissants qui viennent de très 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 loin pour arriver à nous. Alors, s'il y a une structure granulaire dans l'univers, ces flashs de lumière qui ont voyagé pour très longtemps, la partie rouge et la partie bleue devraient arriver un peu décalées, oui. Comme dans un cristal. Dans un cristal, la lumière rouge et la lumière bleue ne vont pas à la même vitesse. La lumière bleue va un peu plus lente que la lumière rouge. Et effectivement, on regarde ce décalage du rouge et du bleu et on se demande est-ce que c'est un effet ou non de la granularité de l'espace. Alors, il y a tout un débat là, des mesures qui sont en train d'être faites, on ne comprend pas, peut-être le bleu est parti avant et le rouge est parti derrière. Donc aujourd'hui, on est complètement encore dans le brouillard. Chercher de comprendre, mais personne ne dit plus qu'on ne peut pas faire des mesures à cette échelle. Oui. À cette échelle, on fait des mesures. On est en train de faire des mesures. Donc, des domaines qui semblent inaccessibles à nos sens, pour revenir à la question originelle, ils le deviennent lentement avec la croissance de la connaissance, avec les techniques, avec la technologie, avec le processus même de la connaissance qui grandit. Oui. Ben moi, si je peux me permettre, lorsque je me suis intéressé au début des années 1990 à la possibilité d'incorporer dans les modèles de la cosmologie relativiste, les fameux modèles de Big Bang, qui par ailleurs semblaient marcher si bien, cette branche de la géométrie fondamentale que l'on appelle la topologie et qui s'intéresse aux propriétés globales de l'espace. Par exemple, la question que déjà les Grecs anciens se posaient, l'espace est-il fini ou infini? Et puis une fois que l'on fait une proposition finie ou infinie, dans ces deux catégories, il y a des formes différentes, des formes possibles. Voilà. Et donc, j'ai commencé par développer avec quelques collaborateurs des modèles purement théoriques et mathématiques, qui étaient pertinents mathématiquement, mais il n'était pas du tout évident que ce type de proposition, qui pouvait aller de façon un peu provocatrice jusqu'à aller dire que peut-être notre espace réel, non seulement était fermé, fini, sans bord, mais plus petit que l'espace observé, donc nous plongeant dans une sorte de mirage cosmique en démultipliant les images de quelques galaxies lointaines, par exemple, sous forme de sources fantômes. Donc la même galaxie, on la voit. La même galaxie que l'on voit en plusieurs directions, mais sous évidemment à des âges très différents que l'on ne reconnaîtrait pas forcément directement. Donc voilà, ces thèses paraissaient difficilement confrontables à des observations, jusqu'à ce que, grosse surprise et très heureuse surprise pour notre petite équipe qui travaillions un petit peu dans le scepticisme général depuis une dizaine d'années là-dessus, les données du satellite de la NASA WMAP de 2003 qui montrent la magnifique carte du rayonnement fossile, la première lumière émise par l'univers avec ces grains qui représentent en quelque sorte le résultat des vibrations du très jeune univers. On peut faire une analyse harmonique de ces vibrations et s'apercevoir finalement qu'il manque des graves, comme dans un instrument de musique de taille finie, donc que l'on jouerait, il manque des grandes longueurs d'onde. Et l'une des possibilités, l'une des explications possibles ferait intervenir un modèle d'univers que j'ai appelé donc l'espace dodécaédrique 2 points carrés, qui représenterait effectivement une possibilité d'explication de cette anomalie observationnelle. Et ça a été une très grosse et très heureuse surprise qui a donné un petit peu de respectabilité auprès de la communauté des cosmologistes orthodoxes, cette idée d'univers chiffonné. Il va de soi que, comme pour le cas que vous avez cité sur les tests possibles de la gravité quantique à travers les trajets des photons, ces questions sont extrêmement débattues aujourd'hui parce que là, on est vraiment aux limites des possibilités de vérification expérimentale. Mais cela montre qu'il y a toujours l'espoir que, dans une vie de chercheur, on puisse s'attendre à ce qu'une théorie que l'on a élaborée à un certain moment puisse trouver quelques arguments expérimentaux qui ne l'éliminent pas tout de suite. Si vous deviez faire un pari, l'univers est fermé ou ouvert? L'univers spatial? Spatialement fermé. Fermé. Et ouvert dans le temps. Moi aussi, je ferais un pari avec une grande partie de mon argent que l'univers est fermé. Est-ce que vous savez que l'idée que l'univers soit fini, mais sans bord, donc soit par exemple en 3 sphères, ou bien une forme plus compliquée comme celle que... est bien décrit
par le plus grand poète italien du Moyen-Âge, qui est Dante Alighieri, dans la Divine Comédie. Il a la Terre au centre, évidemment, parce que c'est avant Copernic, et tous les sphères célestes autour, et il monte avec Béatrice, sa bien-aimée, jusqu'à l'étoile des étoiles fixes, la dernière sphère d'Aristote. Pour Aristote, là, se ferme, s'arrête l'univers. Mais lui, il dit autour, il y a un autre ensemble de sphères, autour de ça, qui se renferme dans un point où il y a Dieu avec tous les anges autour. Et donc, il donne une description qui est exactement la description des trois sphères. C'est le modèle de l'hypersphère, oui. Voilà. Et moi, je trouve très, très belle parce que Dante, c'est un très grand poète, évidemment, et c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui est capable d'inventer une réalité nouvelle et de la décrire. Et je pense que la très grande poésie et la très grande science sont des choses en commun. Cette capacité de visionnaire de créer des mondes nouveaux, c'est commun aux deux, et c'est l'esprit même de la civilisation qui grandit et qui augmente sa connaissance et ses instruments de pensée. Cela nous renvoie aux images internes du monde dont je parlais tout à l'heure. Oui. Et voilà, le grand poète a aussi des images intérieures du monde qui peuvent justement s'avérer justes au sens scientifique du terme. C'est la grande aventure de la connaissance de l'humanité qui grandit. Oui. C'est déjà fini, merci. La semaine prochaine, on se retrouve au même endroit avec 2 nouveaux invités pour débattre et s'écouter.